Plainte contre la société ZTS, contestation du positionnement des candidats sur le bulletin de vote, la descente du débat politique dans l'arène du système éducatif, la mobilisation de fonds pour sécuriser le vote, autant de sujets qui meublent les fonds des débats. Et nous en parlons également ce matin autour du plateau de l'émission Grand Jury. Nous sommes en direct depuis le studio vert de la télévision Espoir 47, basé à Thiévié. Autour de ce plateau avec moi, Tchaboré Bouraïma, directeur de publication du journal Le Messager. Bonjour Tchaboré. Bonjour Rodrigue, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs aussi de la KNPB. Et puisque vous le dites, je tiens à rappeler ceux qui nous suivent que nous sommes également suivis via les ondes des radios partenaires, Radio KNTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anejo, et puis sur le web pour les internautes et les Togolais de la diaspora, le www.togovision.com et le www.ebenradio.com. Bonjour à vous donc messieurs, je m'en vais rapidement vous présenter également notre second invité. Il s'appelle Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Bonjour Abbas. Bonjour Rodrigue, bonjour auditeurs et auditrices qui nous écoutent du bout des ondes. Et voilà, je reste avec vous pour vous poser cette première question. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'actualité sociopolitique à quelques semaines de l'échéance capitale? Je veux parler de l'élection présidentielle du 15 avril prochain. Oui, je pense que depuis quelque temps, après les échauffourées qui ont suivi au niveau de d'Apaon et sur le plan social, au niveau de Lomé, où les élèves étaient sortis, on a l'impression qu'il y a un petit accalmie ces deux jours, mais que c'est une accalmie précaire, d'autant plus qu'on ne nous a pas annoncé la reprise du dialogue entre les syndicalistes et le gouvernement, ce que nous appelons de tous nos voeux pour que, à l'orée de cette élection, à quelques semaines même de cette élection, qu'on ne puisse pas retomber dans ce genre de choses, parce que lorsqu'il y a une tension sociale aussi élevée que cela, et qu'on n'arrive pas à trouver une solution aussi définitive ou bien qui va calmer les uns les autres, c'est que nous allons avoir des problèmes, puisque ce sont les électeurs qui sont en train de réclamer leur dû. Et c'est pour cela que nous avons appelé, on a interpellé Madame Awanana, qui est la médiatrice de la République, a fait presque c'est son rôle, à intervenir pour mettre fin à ces genres de choses, parce qu'on ne peut pas avoir un médiateur de la République, une institution créée par la Constitution qui est là, et dont le décret de nomination a été fait depuis janvier dernier, et jusqu'à ce jour, les revendications sociales, la tension sociale monte, et que cette institution se taise. Or, conformément à la Constitution, lorsqu'il y a des problèmes entre l'administration et les administrés, que cette institution intervient pour au moins calmer les esprits. Aujourd'hui, on est là, on ne sait pas, on est en train d'aller vers les élections, mais la tension est là, perceptible, et tout ça là est très inquiétant, si bien que certains se demandent si aujourd'hui, la date de 2015 va tenir pour les élections. Le 15 avril le 15 avril 2015 va pouvoir tenir pour aller à ces élections, compte tenu de la tension qui prévaut dans le pays. Voilà, Tchaboré Bouraïma, votre regard sur l'actualité sociopolitique. Nous sommes à quelques semaines de la date fatidique 15 avril. Non, je crois que au niveau de la situation politique, tant bien que mal les choses avancent, parce que moi je me dis que la CENI est en train de travailler. Elle est en train de travailler. La preuve, c'est que il y a certains experts de l'EF qui sont aujourd'hui dans nos murs pour pouvoir aider la CENI à assainir le fichier électoral. Les revendications qui étaient depuis portées par un certain nombre de partis politiques qui sont engagés dans cette élection. Moi, je pense que la situation, elle est de bonne guerre, parce que les acteurs qui sont engagés dans la course à cette élection veulent que le fichier soit le plus fiable possible, afin que les élections qui vont se dérouler le 15 avril prochain soient une élection transparente, pour permettre que le résultat soit un résultat également fiable. Ça, c'est sur le plan politique. Mais sur le plan social, vous voyez, la situation, elle est encore là, parce qu'aujourd'hui, le confrère venait de le dire, aujourd'hui, on n'a pas senti un début de rapprochement entre la STT et le gouvernement, du moins jusqu'à ce que je ne rentre dans ce studio, je n'ai pas appris qu'il y a
l'ouverture d'un dialogue. Mais ce que je sais que le gouvernement a envoyé des émissaires dans différentes localités de l'intérieur du pays pour pouvoir discuter avec les centrales syndicales, ne serait-ce que locales, les démembrements locaux. Mais tout compte fait, selon les informations qui nous parviennent, et je crois que vous avez suivi autant que moi, apparemment, c'est toujours au feu rouge. Il y a encore des problèmes qui persistent. Mais vous savez, la synergie des travailleurs du Togo veut profiter de la période parce que... Est-ce qu'il s'agit de profiter puisque c'est des revendications qui datent de 2 ans? Ça c'est clair. C'est des revendications qui sont d'ailleurs légitimes, on l'a toujours dit. Et qui datent de 2 ans? Depuis longtemps. Mais 2 ou 3 ans maintenant, non? Ça dépasse. En cette période où le politique veut profiter, je vais parler du gouvernement, veut également organiser des élections pour que ces élections soient les plus paisibles possibles, il faudrait quand même mettre la pression sur le gouvernement, parce qu'en mettant la pression sur le gouvernement et que le gouvernement qui veut également organiser ces élections dans une paix sociale sera obligé de céder. Donc moi je crois que c'est de bonne guerre en réalité, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais seulement ce que nous déplorons, c'est la manière dont ces revendications sont faites, et c'est ça qui n'est pas bien. Le fait de jeter les élèves dans les rues, le fait... Est-ce que c'est la synergie qui jette? C'est vrai que ce débat revient régulièrement. Je ne le dis pas. Mais le fait déjà que les enfants soient dans les rues, ce n'est pas une bonne chose. Le fait déjà de s'attaquer à certains édifices, ce n'est pas une bonne chose. Le fait déjà de s'attaquer à d'autres élèves, au symbole également de l'État, ce n'est pas une bonne chose. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Dapaon où le drapeau togolais a été descendu et même brûlé, selon les informations que nous avons. Je pense que c'est la manière qui n'est pas une bonne chose. Et surtout, le fait qu'il y a une partie de ces acteurs qui dit qu'elle n'est plus prête à rester sur la table des négociations. C'est ça qui est un peu déplorable. Moi, je pense que même en temps de guerre, il faudrait se dire qu'au finish, c'est autour d'une table par régler le problème. Et nous espérons que cette petite accalmie de 2 jours va permettre à ces acteurs de réfléchir. Est-ce que c'est de l'accalmie? Je tiens quand même à rappeler que même ce vendredi, la STT appelle ses membres à un sitting entre 8h08 et 11h11. Oui, toujours c'est dans la logique du respect de ce que la STT avait déjà annoncé par rapport à cette grève, et ce sont ces manifestations. Toujours est-il que le souhait, c'est que ces sittings soient fait de manière pacifique. De manière pacifique, je pense que l'autre acteur, je vais parler du gouvernement, va également ouvrir les oreilles et ouvrir les yeux pour pouvoir écouter la SCT afin qu'une solution soit trouvée. Sinon, je dis une chose et tout le monde s'accorde à le dire, que les revendications qui sont aujourd'hui sur la table et qui sont aujourd'hui portées devant le gouvernement et qui font objet des dissensions, qui font objet des problèmes aujourd'hui, ces revendications sont légitimes. Les travailleurs togolais sont en train de réclamer leurs droits, mais seulement ce que c'est la manière dont ces réclamations sont faites, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre. Parce que n'oubliez pas que le soubassement, le moteur même du syndicalisme, c'est la négociation. C'est la négociation. C'est la négociation. Avant de descendre proprement dit en politique, je m'en vais puisque dans le développement tout à l'heure de Tchabouré, il est ressorti un aspect à prendre peut-être en compte parlant du fait que les enfants aient descendu les couleurs nationales, aillent les brûler. Aujourd'hui, ça remet un tout petit peu en cause, selon mon avis, je ne sais pas si c'est partagé à Abbas, le mois du civisme et de citoyenneté. Qu'est-ce que nous en avons fait? Non, en fait, avant de venir au mois du civisme, il faut se demander qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école. La morale, l'éducation civique qu'on avait... Il faut rappeler qu'entre-temps, c'était coupé pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, ça a repris. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ce même enseignement est donné au niveau des établissements scolaires, parce qu'on ne peut pas comprendre si on enseigne des notions de civisme aux élèves dans les écoles. On ne peut pas comprendre que des élèves descendent dans la rue et aillent descendre les couleurs de la nation, le symbole, l'emblème de la nation, et le brûler. Ça ne s'est jamais passé. À qui la faute? À qui la faute? C'est pour ça que je dis, je me pose la question si c'est enseigné. Parce que l'incivisme a gagné toute la contrée.
Les enfants n'ont plus... C'est justement pour pouvoir éradiquer cette situation d'incivisme et de manque de citoyenneté que le mois de civisme et de citoyenneté a été décrété. Ce mois de civisme décrété... Madame la ministre en charge de ce département a eu à faire une tournée nationale pour sensibiliser les populations. Et pourquoi encore assister à ces gens de comportement? Ça ne s'arrête pas là. La sensibilisation, elle allait une fois dans les villes et dans les grandes villes pour sensibiliser. Ça ne se fait pas ainsi. C'était mal parti même avec la ministre parce que cette journée de civisme et de citoyenneté avait été lancée à grand pompe, bien médiatisée. On avait invité les sociétés civiles à arriver pour voir comment on va organiser la sensibilisation sur la citoyenneté et le civisme. Nous, on a pensé qu'au moins on allait remettre les moyens, donner les moyens aux sociétés civiles de faire le travail, aux médias de faire le travail. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au temps du Premier ministre Humbo, les médias étaient engagés, avaient signé un contrat avec la primature pour aller à la sensibilisation des gens. Et tous les jours... C'était à l'ère Gilbert Humbo? Humbo, oui. Donc tous les jours... Avec quelques mesures d'accompagnement. Oui, tous les jours, c'est ça il dit les moyens. Tous les jours, chaque média, les médias donnent les informations, éduquent les populations sur le civisme et la citoyenneté. Et en temps, quand le Premier ministre Ahmed Zounou est arrivé, tout est coupé. Ça a été son premier chantier. Et en ce moment-là, lorsqu'on éduquait les gens, les médias éduquaient les gens sur le civisme, vous avez vu que les comportements ont commencé par changer progressivement au niveau de la population. Mais quand ça a été coupé, l'incivisme a repris. Et aujourd'hui, c'est par rapport à ça que la ministre a lancé le mois du civisme. Et on a dit qu'on va prendre tout ce mois-là pour sensibiliser. On a pris ce mois pour sensibiliser. La ministre a pris certains membres de la société civile, ils ont sillonné le pays. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a récolté? C'est que moi je constate qu'on a pris les moyens qui devaient être mis même à la société civile et aux médias pour continuer la sensibilisation, même jusqu'à présent, ont été comme ça dilapidés. Parce que c'est moi, je me dis qu'ils sont allés en aventure. Lorsque vous allez vous rassembler des gens et ces gens-là, ils écoutent, après ils en vont et quelques temps après, c'est l'incivisme qui revient, c'est qu'on n'a rien fait. Un échec. C'est un échec total. C'est un échec total. On ne comprend pas pourquoi des élèves vont jusqu'à aller brûler un drapeau togolais. Depuis 1990 que la démocratisation est arrivée et puis avec les mouvements sociaux et les mouvements politiques, les grèves et autres, quand les gens descendent dans les rues, les gens brandissent même le drapeau togolais comme étant la fierté du pays. C'est le symbole, la fierté. Quand vous sortez le drapeau togolais, c'est que c'est la victoire. Même la dernière fois, à Lomé, ici, les élèves qui étaient sortis, c'est le drapeau togolais qu'ils avaient mis pour aller même déroger. Donc, ils n'ont pas déchiré ni brûlé ça. Mais pourquoi là-bas, moi, je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment des Togolais. Parce que si c'est des Togolais, ils ne vont jamais avoir l'intention de brûler un drapeau togolais. Entre-temps, c'est à Badou que ça s'est passé, où on a fait descendre un drapeau. Oui, voilà, justement, j'allais en parler, Tchaboré, aujourd'hui. C'est vrai que le débat, entre-temps, on a semblé un tout petit peu taire ce débat, mais face à ce qui s'est passé à Dapaon, on a brûlé le drapeau. Vous prenez Badou, où les gens ont descendu les couleurs togolaises, sont partis chercher le drapeau ghanéen pour venir planter dans leur ville. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre au-delà de ces faits? Rodrigue, je crois qu'on est censé comprendre que notre pays va mal. Notre pays va mal et lorsque je le dis, je pense qu'il faudrait remonter un peu plus haut, depuis les années 90. Je crois que l'erreur, pour moi, est partie de là. La manière dont nous avons organisé notre conférence nationale. Et jusqu'à ce jour, ça s'est accentué ces dernières années où, moi je dirais, une forme de libertinage s'est instaurée. Les gens ont tout confondu. Les gens ont confondu la démocratie et le libertinage. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé à Dapaon,
sous d'autres cieux, les auteurs devaient être recherchés et punis conformément par la loi pour que demain, cela ne se reproduise plus. Mais lorsqu'on parle d'apaisement, lorsqu'on dit non, il faut obtempérer, lorsqu'on ouvre une enquête et que on ne referme jamais l'enquête et que personne n'est inquiété, demain je crois que les gens vont recommencer la même chose et même faire plus. Je crois que c'est ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible que ce qui fait aujourd'hui notre fierté, qu'est le drapeau, que les gens puissent le brûler. On voit ailleurs, dans d'autres pays, on brûle les drapeaux, mais pas les dans drapeaux le pays, du pays appartenant à ce pays-là. C'est d'autres pays qui brûlent. Parce qu'aux États-Unis, vous brûlez un drapeau américain, on vous traque jusqu'à votre dernier retranchement. Ça veut dire que c'est bien que le mois du civisme soit décrété. C'était une bonne chose. Tout le monde avait accueilli cette initiative comme étant une bonne chose. Mais une chose c'était de décréter, l'autre était quand même de voir les conditions dans lesquelles on devait mettre ça en pratique. Moi, je l'ai dit une fois, les acteurs n'étaient pas réunis. Il fallait prendre tout le temps et de réunir tous les acteurs. Quand je parle d'acteurs, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs sociaux, on devait réunir tous les acteurs pour pouvoir discuter et savoir ce qu'il y a lieu de faire. Parce qu'également, il faut comprendre que la plupart du temps, au niveau des politiques, l'incivisme est au top également. Les gens ne comprennent pas. Il faudrait associer les partis politiques dans cette initiative pour que les gens puissent porter le message à leurs militants également. Donc, je crois que c'est bien l'initiative. Moi, je l'ai apprécié à ça juste à l'heure. Le mois du civisme a été décrété. Le ministre a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont manqué. Il faut le dire. Et j'espère que avec le temps, ils vont revenir là-dessus. Par rapport à ce qui se passe, les gens ils vont revenir là-dessus pour pouvoir corriger et associer tous les acteurs à ce mois de civisme pour pouvoir permettre à la mayonnaise de prendre. Il faut voir ce qui est décrété les samedis. Tous les premiers ça s'observe encore. Tous les premiers samedis, ça s'observe. Les gens sortent. Mais il faut une sensibilisation. Il faut aller vers les populations, leur dire le bien fondé de ce qui est en train de se passer. Et comme je l'ai dit, associer tous les acteurs. Associer tous les acteurs. Quand vous n'associez pas tous les acteurs, ce n'est pas bien. Abbas a dit quelque chose de très important. Je me rappelle, avec cette histoire de civisme que nous essayons de mettre, que ce soit dans nos colonnes, que ce soit au niveau des radios, ou sur les sites web, les télévisions. C'était intéressant. Les gens nous suivaient. Ça, je le dis. Moi, je me rappelle qu'il y avait un responsable de parti politique qui a eu à déclarer sur une chaîne de radio que c'était une bonne chose et que à chaque fois, chaque semaine, ce qui intéressait, parce que lui était énormément fatigué de la politique, ce qui l'intéressait, c'était cette rubrique de civisme. Vous voyez déjà, ça avait pris. Mais malheureusement, l'autre est venu, il a considéré que ça n'avait pas de sens et il l'a banni. Et voilà, nous sommes retombés dans le noir. Ce n'est pas bon. Moi, je pense, le pays, aujourd'hui, le Togo nous appartient à nous tous. Je pense que ce qui est bien, c'est que tout le monde puisse contribuer pour qu'on puisse construire ce pays. Parce qu'il ne sert à rien qu'on soit là, de critiquer aussi, comme nous sommes en train de le faire, mais de proposer également ce que nous sommes en train de dire. Moi, j'espère que les acteurs sont en train de nous suivre. Il y a des propositions dedans. Il y a des propositions dedans. J'espère que le gouvernement également nous suit pour pouvoir tirer de ces propositions et prendre ça en compte pour que demain soit mieux pour le pays. Pour que demain soit mieux pour le pays, les Togolais sont appelés à se rendre aux urnes le 15 avril prochain pour élire un futur dirigeant au Togo. Et dans cette logique, à la CENI, le travail va bon train à s'en tenir aux déclarations du président de la CENI, M. Issifou Tafa Tabiou. Et par rapport à la fiabilité du scrutin, on parle de la fiabilité du fichier électoral. Et par rapport à ce fichier, le débat s'accentue. Nous apprenons donc la plainte portée par CAP 2015 contre la société ZS qui a aidé à avoir ce fichier électoral sur la base duquel le corps électoral est convoqué pour le 15 avril. Un commentaire, Abbas? Non, en fait, ce n'est pas la première fois que ZS met ses services travaille avec la CENI.
je crois depuis 2007, ZTS était là, aux côtés du Togo, pour organiser les élections avec son matériel. Et ça a continué jusqu'à ce jour. Et le fichier électoral, effectivement, a été conçu avec le groupe ZTS. Bon, aujourd'hui, s'il y a des partis politiques qui trouvent que ZTS a corrompu le fichier électoral, donc c'est son droit, puisque c'est l'ANC qui a porté plainte à Bruxelles contre ZTS parce que c'est une société belge. C'est une société belge. Mais le problème, c'est que est-ce que la société belge et la justice belge va donner une sentence qui va peser sur le Togo, parce que chaque pays est souverain, chaque pays a sa justice. Aujourd'hui, les choses se passent au Togo. ZTS travaille pour le Togo et la CENI pour laquelle ZTS travaille est installée au Togo. Elle est là pour aider à l'organisation des élections au Togo. Ce qui veut dire que le tribunal territorialement compétent, c'est le tribunal du Togo. On aurait dû porter plainte ici au Togo contre ZTS parce que nous avons vu des affaires qui sont délétères où les personnalités sont délétères, mais lorsque c'est commis dans la République sur la République togolaise, c'est au Togo qu'on fait. Et juridiquement, c'est comme ça. Mais au même moment, il y a des affaires qui sont passées au Togo, mais qu'on a transportées devant des cours. Non, ça c'est déjà jugé ici. Ça c'est pour la violation des droits de l'homme. Quand on a renvoyé ça là-bas, c'est une cour de la CEDEAO. Et le Togo fait partie de la CEDEAO. Ici, c'est autre chose. C'est une affaire qui se passe au Togo. Les élections se passent au Togo. ZTS est au Togo. Donc, la plainte devait être portée ici au Togo. Les uns et les autres peut-être vont nous dire qu'ils n'ont pas confiance en la justice togolaise. Ce n'est pas la raison. Il faut porter l'affaire devant la justice togolaise et voir si la justice togolaise va décider dans le sens que vous voulez. Parce que la justice belge peut prendre une décision, ça ne va pas agir sur le Togo. La décision belge de la justice togolaise ne va rien changer au Togo. C'est au niveau de la justice togolaise qu'on peut prendre ces décisions. Bon, du moment où ils ont... Parce que c'est tout comme il y a les gens qui veulent faire un peu de dilatoire, puisque l'ANC a eu le fichier électoral en PDF qu'il a travaillé, il a pu travailler, lui au moins il a pu travailler, comparativement à Olympio au parti togolais qui voulait qu'on lui donne toute la base de données, alors que à partir du PDF, l'ANC a pu déceler des doublons et autres. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des techniciens qui peuvent travailler sur le PDF et déceler les doublons. Donc, avant de porter, il allait le faire au Togo. C'est ce que moi, à mon avis... Ça, c'est votre avis sur la question. Je crois que c'est au Togo ici que ça se déroule et il appartient aux Togolais, à la justice togolaise de décider de ce qu'il faut en faire. Admettons aujourd'hui, Tchaboré, qu'au niveau de Belgique, que la Cour peut-être parvienne à délibérer. Est-ce que vous pensez que ça n'aura pas d'incident sur le scrutin en cours? Non, moi je ne crois pas. Je crois que il y a les voix les plus autorisées, les grands jurys sont là pour peut-être se prononcer sur la question. Mais jusqu'à ce jour, je crois que le scrutin sur le processus son cours normal. Et tu viens de le dire, que admettons que la justice belge se saisit du dossier. Vous savez, dans ce genre de dossier, ça prend un peu du temps pour être mis en œuvre. Or, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Quand est-ce que la justice belge va se saisir du dossier pour le traiter, jusqu'à donner le résultat, et que ça va avoir une incidence sur le scrutin présidentiel? Moi, je ne crois pas. Ce qui est intéressant également aujourd'hui, c'est que celui-là même qui a porté plainte, qui est candidat de CAP 2015, continue quand même sur le processus. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Également, n'oubliez pas qu'il y a aujourd'hui dans nos murs les experts de l'OIF qui sont là pour pouvoir voir le problème de ce fichier et situer tout un chacun. Moi, je pense que tout ce qui concourt à rendre fiable le fichier est le bienvenu.
est le bienvenu. Il y a le ministre de l'administration territoriale dans le sens, dans le compte du gouvernement, qui se bat également pour que ce fichier soit fiable. Et je pense que c'est dans ce sens que les experts de l'OIF sont dans nos murs également. Il faut faire confiance également à ces experts et nous faire également confiance. C'est vrai que les partis politiques qui sont engagés dans la course peuvent peut-être porter des réserves eu égard à ce qui s'est passé par le passé. Mais aujourd'hui, il y a un effort qui est fait autour de ce fichier. Ça, il faut le dire. Il y a un effort qui est fait autour de ce fichier pour pouvoir mettre tous les acteurs à l'aise. Tous les acteurs à l'aise. Moi, je me suis dit, si vraiment les gens étaient francs avec eux-mêmes, ce qui s'est passé au niveau de CAP 2015, où le candidat a maintenu sa candidature, et ils ont commencé par travailler pour que le fichier soit fiable, mais d'autres responsables politiques auraient fait la même chose. Je vais parler du parti des Togolais qui s'est basé sur cette argumentation pour dire qu'il ne va plus à ces élections. Aujourd'hui, les gens ont maintenu, certains ont maintenu leur candidature, mais ils continuent par se battre pour que le fichier soit fiable. En tout état de cause, je crois qu'il n'y aura pas le top extrême qui soit bien dans beaucoup de pays au monde, pour ne pas dire dans la presque-totalité au monde. Il y a toujours quelques problèmes dans un processus électoral qui sont relevés. Mais ce qui se fait aujourd'hui, où le CAP 2015 est en train de se battre, où il y a d'autres candidats. J'ai également suivi Jerry Tama hier qui s'est prononcé par rapport à ce fichier électoral. Ça veut dire qu'il y a tout un engagement. Le gouvernement aussi est engagé parce que le gouvernement ne voudrait pas qu'on continue par l'accuser aujourd'hui qu'il est en train d'organiser, elle est en train de soumettre à la population et aux acteurs politiques un fichier corrompu. Donc le gouvernement veut également se laver les mains dans ce genre de choses. Voilà pourquoi il a accepté que les experts de l'OIF soient aujourd'hui dans nos murs et on attend voir ce que le résultat va nous donner. Mais que les gens ne s'attardent pas surtout sur ces genres de choses pour que demain, qu'ils se retrouvent face à une situation où eux-mêmes vont regretter. Parce que, en fait, les électeurs, c'est sur le territoire togolais. Il ne faudrait pas que les gens s'attardent à ça. Bon, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, il y a certains acteurs politiques qui ont compris qu'au même moment, ils sont en train de revendiquer, au même moment, ils sont sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les populations. Mais attendons de voir ce que les résultats vont donner par rapport à la présence de ces experts de l'OIF. Voilà, et l'autre couac, si on peut l'appeler ainsi également, c'est la contestation du positionnement des candidats sur le bulletin de vote. Vous prenez par exemple CAP 2015 qui estime que la configuration donnée au spécimen n'est pas celle issue du tirage au sort. Abbas. Oui, je ne sais pas si c'est déjà fait parce que c'est là, au niveau de la CENI que le débat a commencé par s'instaurer. Vous avez vu que lorsqu'on a fait le tirage au sort, il s'est avéré que Fabre venait en première position et que le président sortant est venu en dernière position. Donc, les gens ont estimé au niveau de la CENI, puisque nous avons un bulletin unique qui est de façon verticale, et au niveau de la CENI, le débat s'était instauré pour dire qu'ils vont encore changer le positionnement du bulletin unique qui va être de façon horizontale, ce qui n'a pas été du goût des représentants du CAP 2015, et c'est normal parce que depuis quelque temps, nous avons toujours voté avec le bulletin de façon verticale. Si un candidat veut gagner, ce n'est pas par rapport à la position du bulletin unique. Donc, pour eux, lorsqu'on va changer ça de façon horizontale, c'est que ça pourrait avoir plusieurs bulletins nuls. Ça va favoriser les bulletins nuls puisqu'il y aura des tâches sur d'autres cas, dans d'autres cases. Donc, pour eux, il faut maintenir ça comme ça. Et je trouve que le débat ne devait pas être mené encore. On va commencer par lever des polémiques sur cette histoire de positionnement de bulletins uniques. Parce que les gens ont déjà sillonné avant même l'ouverture de la campagne, pendant les périodes. Lorsqu'ils ont rencontré les populations, ils ont déjà montré comment il faut voter sur un bulletin.
dans les villages, ils ont dit, pour voter, c'est comme ça. Et vous pliez toujours dans le sens comme ça. Donc si aujourd'hui on vient à changer aussi la position de ce bulletin, ça va peut-être constituer un sérieux problème pour nos populations qui sont dans les zones rurales, dans les zones plus les mamans, les vieilles. Donc je pense qu'il faut se comprendre parce que c'est dans quelques jours, la campagne va s'ouvrir. Je sais que pendant la campagne, les gens vont encore montrer comment il faut voter sur le bulletin. Donc il ne faudrait pas que cette affaire de positionnement de bulletin soit encore une polémique qui va faire croire qu'il y a certains qui veulent frauder. Quand on veut faire quelque chose dans la transparence, qu'on le fasse. Quant à moi, ce n'est pas le positionnement des choses qui posent problème, mais ce sont les conséquences. C'est les conséquences qui sont en train de se lever ça et là. Donc il faudrait trouver rapidement la solution. Heureusement, peut-être qu'on dit que c'est au niveau de la CENI, c'est une proposition qui est en train d'être faite, mais bon, on attend ce que ça va se décider dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Est-ce que vous comprenez, Tchabouré, le fait qu'à la CENI, on opte à la dernière minute au choix du changement de la configuration du bulletin de vote? Est-ce qu'ils ont opté à la dernière minute? Je crois qu'Abbas vient de dire quelque chose tout à l'heure. C'est une proposition qui a été faite et que ce n'est pas un truc qui a été retenu de façon totale. Et à la CENI, moi je pense qu'ils arrivent à se comprendre sur ces sujets. Sur ces sujets, moi j'estime qu'ils vont arriver en tout parce que ça c'est un problème très infime, très infime. Ils peuvent trouver une solution à ça. Il ne faudrait pas qu'on aille chercher les problèmes sur la tête d'un chauve. Non. Ça c'est très simple. La CENI, au niveau de la CENI, ils peuvent trouver une solution à ce problème et continuer le travail parce que il ne faudrait pas que les gens trouvent des alibis par rapport à ce positionnement. Il faudrait qu'on continue, comme Abbas l'a dit, on veut organiser une élection transparente, qu'on continue par mener des efforts, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la CENI, qui continue par mener des efforts pour que cette élection, pour que tous les ingrédients qui vont concourir, qui devraient concourir à la transparence de cette élection, pour que tous ces ingrédients-là soient quand même réunis, pour qu'on puisse aller à ces élections. Moi, je pense que dans les jours à venir, il y aura un consensus qui va se dégager autour de ce bulletin, autour de ce positionnement. Pour que et il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème parce qu'on est à quelques jours et les gens vont y aller. Comme je l'ai dit, le problème se trouve au niveau de la sensibilisation des militants, des populations. Qui il faut voter. Je suis sûr qu'aujourd'hui, la population togolaise est bien mûre. Ils savent qui est Fabre, ils savent qui est Gogué, ils savent qui est fort. Donc, moi je pense que ça dépend aujourd'hui des militants, ça dépend aujourd'hui des responsables des partis politiques. Comment est-ce que ces responsables vont mener campagne pour changer la donne? C'est tout. Mais quant au positionnement, il ne faudrait pas que les gens fassent trop de polémiques autour. Ils peuvent trouver une solution, une porte de sortie. Parce que c'est un problème très infime, à mon avis. À votre avis. Je reste avec vous pour aborder, vous avez parlé dans un développement tout à l'heure de Djeri Tama, mais ce dernier se plaint du fait que la CENI refuse d'intégrer son délégué afin qu'il soit au même niveau d'information que les autres candidats qui siègent au niveau de la CENI. Oui. Une plainte assez légitime. Oui, je ne sais pas ce que les tests disent. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et la CENI a refusé également d'intégrer le délégué de M. Djeri Tama. Juste peut-être pour rappel, vous savez que dans la configuration de la CENI, il y a quand même une question de représentativité par rapport à la configuration de l'Assemblée nationale. Oui, je sais, mais Djeri Tama n'a pas un représentant au niveau de l'Assemblée nationale et je crois savoir que Djeri Tama n'a pas également un représentant au niveau de la CENI. Donc, il faut suivre quand même les tests. Mais en tant que candidat... En tant que candidat, il peut avoir accès. Il peut avoir accès aux fichiers en PDF comme les gens, les uns les autres l'ont dit. Mais je ne crois pas que la CENI a refusé tout dogo sans se tenir quand même à un certain nombre de paroles, sans se tenir au texte. La CENI ne peut pas refuser comme ça parce qu'il faut refuser. Pourquoi il a accepté pour d'autres et elle va refuser pour Djeri Tama? Je crois qu'il doit avoir un problème que peut-être moi-même je ne maîtrise pas quand même les contours. Mais si les tests disent, les tests refusent ou bien les tests n'acceptent pas à ce qu'on puisse autoriser le délégué de M. Djeri Tama à avoir accès au niveau de la CENI, je
pense qu'il faudrait respecter les tests. Il ne faudrait pas qu'on crée un président, qu'on l'accepte et que demain... Est-ce que ça ne dérange pas un tout petit peu, Abbas, par rapport à la situation de Djerry Tama, un candidat qui n'a pas droit de regard dans ce qui se fait autour de l'objet pour lequel il a déposé sa candidature? Vous savez, le problème se trouve au niveau de la formation même de cette CENI et des CELI. Tu as dit tout à l'heure qu'au niveau de la composition des CENI, c'est les partis représentés à l'Assemblée nationale, plus la société civile. La société civile, et il y a aussi les partis extra-parlementaires. Ce qui a même provoqué le clash entre le NET et la coalition Arc-en-Ciel. En quelque sorte le cas. Le cas. Non, pas même le cas. Djerry Tama était avec, lorsqu'il fallait mettre les gens aussi dans la CENI, les partis extra-parlementaires. Dans les partis extra-parlementaires, c'est la CDPA qui a pris le gros lot. On est arrivé, on a dit que c'est sur 14, la CDPA va prendre 12 et laisser 2 ou 3 à ceux-là qui ne sont pas au niveau de choses. C'est dans les CELI, dans les CELI, oui, c'est pour les CELI. Donc, en principe, c'est là-bas que Djerry Tama devait avoir un représentant au niveau des CELI. Et le calcul a été faussé depuis là-bas. Puisque les CELI sont déjà composés et les CELI sont déjà composés, comment faire pour qu'on puisse faire rentrer ceux-là qui ne sont pas les partis parlementaires au niveau des CELI? Ça, c'est un grand problème parce qu'il n'est pas le seul. Il y a M. Chassouna aussi qui n'a pas un représentant aussi dans les CELI. Il y a Gogué Anna, puisque Gogué est au Parlement. C'est les deux partis. Mais pour le moment, la question se pose. À quel niveau Djerry Tama va se prendre? Est-ce que c'est au niveau de la CENI ou bien c'est au niveau de la répartition des CENI par les partis politiques? Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Il ne pose pas le débat sur ce plan. Il parle c'est-à-dire lui en tant que candidat devrait être au même niveau d'information que les autres candidats. Il se fait que quand vous prenez le candidat de UNIR est fortement représenté au sein de la CENI. Et donc, son niveau d'information est assez élevé. Oui. Vous prenez par exemple le candidat de CAP 2015. Ça, c'est clair. L'ANC est assez représenté à la CENI. Et donc, vous comprenez que l'ANC aussi a un niveau d'information assez élevé. Et quand vous prenez Adi est forcément représenté au niveau de la CENI. Et donc, aujourd'hui, Djerry Tama et Maître Chassouna Traoré n'étant pas représentés à la CENI, et donc n'ont pas forcément le même niveau d'information que les autres candidats. Est-ce que les tests disent que le fait de ne pas être représenté à la CENI et que, parce que avant de pouvoir mettre la CENI en place... Parce qu'il dit avoir écrit à la CENI pour demander à ce qu'on puisse accepter son délégué. On ne peut pas accepter son délégué comme ça. La loi détermine quoi? La loi dit... Qu'est-ce que la loi dit? La formation de la CENI a été faite sur quelle base? C'est ce qu'il faut voir. Monsieur Djerry Tama n'était pas admis, du moins son parti n'était pas admis à faire partie de la CENI. C'est là-bas qu'il faut partir. Et aujourd'hui, les tests ne disent pas que le fait de ne pas être à la CENI, le fait même d'être candidat, même de ne pas être à la CENI, qu'on puisse vous autoriser, ou bien qu'on puisse autoriser votre délégué à avoir accès aux informations au niveau de la CENI. Ce n'est pas, si on fait comme ça, je crois qu'on va fausser tout. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le fait est tiré, il doit le voir parce qu'il n'est pas représenté au niveau de la CENI. Du moins, il aurait pu avoir un délégué, un représentant au niveau de l'Assemblée nationale qui aurait pu aujourd'hui, il aurait eu la chance d'avoir également un représentant au niveau de la CENI. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que les tests disent qu'il faudrait permettre les gens, les candidats qui sont hors de la CENI, permettre leurs délégués d'avoir accès aux informations de la CENI? Est-ce qu'on ne va pas peut-être l'apercevoir comme peut-être une sorte d'anomalie qui risque peut-être de donner raison à contestation? Non, ça ne peut pas être une anomalie parce qu'il faut marcher sur les tests. C'est ce que nous sommes en train de dire par rapport à la fiabilité du fichier électoral. Il faut marcher sur les tests. Ce n'est pas parce que ça va porter préjudice que les tests ne disent pas qu'il faudrait accepter. C'est ce que je dis. Ça va être un précédent qui est très grave si on acceptait ce genre de choses.
Non, il faut jouer sur les tests, il faut marcher sur les tests et il faut l'appliquer. Aujourd'hui, M. Djeri Tama, ou bien du moins son parti, n'est pas représenté à la CENI et que ça, c'est pas une erreur, ce n'est pas une faute au niveau de la CENI, ce n'est pas une faute à personne. C'est les Togolais qui ont décidé. C'est les Togolais qui en ont décidé ainsi. Il s'en tient à ça. Et prochainement, il se bat pour résoudre ce problème. Ouais, moi, je n'aime pas suivre totalement sa déclaration, mais je cherche à savoir à quel niveau de la CENI le NET veut être présent. Est-ce qu'avoir un membre au niveau de la CENI ou au niveau des CELI? Avoir un délégué pour être au même niveau d'information que les autres candidats. Non, là, ça pose un petit problème de compréhension. Pour mieux faire, il est candidat. Peut-être que ce qu'il a à faire, c'est de s'approcher, d'avoir aussi des méthodes de travail avec ceux-là qui sont représentés, les partis politiques qui sont représentés dans les CENI, et à la CENI. Notre problème ici, c'est que la CENI est trop politique. C'est les partis politiques qui représentent les gens, leurs partis dans les CENI. Et vous avez vu que les répartitions se font à la tête du client, surtout au niveau de l'opposition. C'est ce qui s'est passé, on a fait la répartition à la tête du client. Et maintenant, les conséquences, c'est qu'il y a des candidats qui n'ont pas de représentants à la CENI. Et il y a des partis politiques qui ne vont même pas aux élections, mais qui ont des représentants à la CENI. Quand vous prenez le cas du PDR, PDR n'a jamais participé aux élections, mais elle a toujours son représentant à la CENI. Le CAR ne va pas, mais son représentant est là-bas à la CENI. Donc, vous voyez, le problème, c'est la composition. L'UFC. Oui, l'UFC ne va pas, mais là, son représentant. C'est pour ça que je dis, on fait ça à la tête du client. C'est reparti à la tête du client, selon la tête du client. Donc, Djeri Tama, c'est que la base était faussée depuis qu'on repartissait les membres de l'EDSLI au niveau des partis extra-parlementaires. Et un parti a voulu être gourmand plus que les autres. Et c'est ce qui a fait perdre la place à Djeri Tama. En ce moment-là, lui-même ne pensait pas être candidat. C'est au dernier moment qu'il a décidé d'être candidat. Peut-être qu'il avait l'intention d'y aller. Et il a contesté le fait que son parti ne soit pas présent au niveau des CELI. C'est ça qui l'a fait retirer même de l'ensemble de ses coalitions où il appartenait et on ne voulait pas prendre ses responsabilités. Et il a pris ses responsabilités. Maintenant, il a pris ses responsabilités. Le problème qui se pose, c'est que on ne peut plus remodifier la composition des CELI. Il faut repartir à l'Assemblée nationale pour le faire, puisque la Constitution est là, la loi repartit équitablement les CELI. Et le code électoral aussi repartit équitablement selon la composition des partis politiques, comment les gens vont être représentés à la CENI. Donc, tout ce problème-là, je ne sais pas, ça aussi c'est peut-être une autre polémique qui va se lever et qu'il faut chercher à gérer. Lorsqu'on parle que vous êtes un candidat et que vous n'avez pas de représentant dans les CELI, et très souvent on parle lors des élections, c'est des scrutateurs qu'on parle. C'est là qui reste pour voir comment les votes se passent. Donc, peut-être que c'est là. Mais sinon, pour avoir des informations, il doit prendre attache avec les membres de la CENI et les membres des CELI. Peut-être écrit qu'en tant que candidat, lui n'est pas représenté dans aucune structure qui organise les élections. Est-ce qu'à tout moment, il peut avoir droit à des informations? Parce qu'il a dit qu'il y a manque de communication entre lui et la CENI. Le cas, c'est d'instaurer un couloir de transmission et de communication entre lui et la CENI. Ce qui se passe, on l'informe. Ce n'est pas nécessairement d'avoir un représentant à la CENI, mais c'est en tant que candidat d'instaurer un système, un couloir de communication entre eux et la CENI et voir comment ils vont gérer ça entre eux. Mais si dire qu'avoir un délégué comme ça qui sera là, c'est que ça dépasse même, ça extrapole la composition de la CENI. Ça va piétiner même sur la loi qui compose la CENI. C'est d'instaurer cette histoire de communication pour pouvoir mieux s'informer. Non, c'est clair, hein, c'est clair. C'est ce qu'Abbas a dit. Il aurait pu faire ça. Et puis, en tout et pour tout, comme je l'ai dit tantôt, il faut voir qu'est-ce que le code électoral dit par rapport à un candidat
à la présidentielle. Et son regard dans le processus. Son regard dans le processus. C'est tout. Si dans le texte, dans le code électoral, il est stipulé qu'un candidat qui n'a même pas de représentant à la CENI puisse avoir accès à toutes les informations, s'il y a une partie du code électoral... Mais c'est quand même un droit, hein, c'est un droit pour un candidat. C'est comme naturellement, vous ne pouvez pas participer à une élection sans avoir des informations autour de l'élection. C'est ce que Abbas vient de dire tout à l'heure. Si vous voulez avoir des informations, quitte à vous, si vous n'avez pas un représentant au niveau de la CENI, quitte à vous de prendre vos dispositions pour pouvoir avoir un couloir et avoir accès. Parce qu'à partir du moment où la composition de la CENI vous exclut, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la composition de la CENI a été faite en tenant compte des textes. Donc moi je pense que ce sont les textes qui doivent résoudre ce problème entre le NET et son problème au niveau de la CENI. C'est la composition. Qu'est-ce que dit le code électoral dans cette situation? Il faut appliquer le code électoral et on s'en passe. Mais rester comme ça pour dire c'est un droit, sur quelle base? Bon, je ne sais pas. En tout cas, on attend de voir. On attend de voir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on essaye de voir un tout petit peu de fouiner dans les états-majors des différents partis engagés dans le processus, ce qui se fait actuellement, puisque plus les jours passent, plus l'on s'avance et nous serons bientôt nez à nez avec la date du 15 avril. Non, moi je crois que les gens se préparent. Parce que quand on dit qu'il veut aller loin, ménage, ça monte sûr. Dans les états-majors, il y a beaucoup de choses qui se font. Peut-être que nous, on n'a pas accès et qu'il y a certaines choses qui se font et que nous ne sommes pas également la commande informés. Des gadgets, la commande que nous ne sommes la pas conception informés. des affiches. Ce qui est sûr, si les gens sont engagés, et ils sont engagés, c'est parce qu'ils veulent remporter cette élection et qu'il y a certaines choses qui doivent se faire sans mettre ces choses sur la place publique, sans que nous, journalistes que nous sommes, que nous soyons informés. Il y a des choses qui se font. Bon, moi je n'ai pas d'amples informations sur ce qui se fait dans les états-majors, mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, où nous sommes à quelques semaines des élections, il y a des choses qui se font déjà, mais en cachette, parce que vous savez, les états-majors, les partis politiques se méfient beaucoup de nous journalistes, et quand ils entreprennent un certain nombre de choses qu'ils estiment mettre dans la discrétion, ils essaient de ne pas quand même ouvrir, de s'ouvrir à nous journalistes. Ils essaient d'être un peu discrets, un peu fermés. Voilà, Abbas, est-ce que vous avez des informations autour des mouvements qu'il y aurait dans les différents états-majors? C'est vrai que ces derniers temps, on aperçoit plus le chef de l'État dans le lancement de tels projets, dans le lancement de telles initiatives, ainsi de suite. On voit également peut-être par moment des regroupements qui sillonnent les communautés. Non, en fait, ça bouge dans les états-majors des partis politiques engagés même dans l'élection. Quand vous prenez Adi dit qu'il a commencé, qu'il fait ces sensibilisations en sourdine sans associer les médias. La dernière fois, j'ai vu dans Togo Presse qu'il a installé son bureau au niveau de Kara. Donc avant, Adi n'avait pas été seulement reconnu beaucoup plus dans la région des savanes, et aujourd'hui dit être en train d'étendre ses tentacules au niveau des plateaux, au niveau de Kara, au niveau de la centrale, tout ça là, pour bien s'asseoir. Même vers le sud ici, parce que son secrétaire général l'avait dit l'autre fois, le mercredi passé. Ouais. Donc ce qui veut dire que ça va bien. D'autres partis aussi comme le MCD et le NET lui-même, ils sont en train de faire beaucoup de choses pour au moins avoir la confiance des électeurs. On sensibilise, on fait tout. Au niveau de unir, c'est la même chose. Donc tous les partis engagés ne restent pas les bras croisés. Il reste quelques jours pour aller immédiatement dans les campagnes électorales. Il faut préparer les esprits. Au niveau du CAP 2015, les mêmes choses se font. Le CAP 2015 est en train aussi de sillonner les zones pour pouvoir aussi avoir beaucoup de voix. Malgré les contestations qu'il est en train de faire sur le fichier électoral, il est engagé, le CAP 2015 est engagé et est en train de sensibiliser. Ce qui veut dire que ça bouge dans les états-majors des partis politiques.
Et au niveau du gouvernement même, ça bouge. Puisque le gouvernement on voit le ministre de l'administration territoriale qui est en train de sensibiliser les populations par rapport à la nouvelle. La dernière fois, il était à Baie. Oui. Et que même au niveau des partis politiques, ce travail-là se fait pour qu'on ait des élections libres et transparentes et paisibles également. Donc, quand tu t'es engagé pour une élection, un parti pour s'engager pour une élection, il ne reste pas les bras croisés. Même pas parce qu'il fait des choses qui ne sont pas médiatisées qu'il ne fait rien. Ils sont dans l'arène, ils se font connaître. Le moment venu, peut-être qu'ils vont associer les médias et faire de telle sorte que on ne s'engage pas comme ça. Puisque, entre-temps, on a déjà, le gouvernement a déjà débloqué, dans un décret, a annoncé 600 millions de francs pour les candidats engagés et que 60%... À raison de 360 000 dans un premier temps pour les campagnes. Déjà effectué, ça fait 60 millions pour démarrer la campagne. Ce qui veut dire que tout bouge et ça va se faire voir dans les deux semaines de campagne. Sinon, en fait, les états-majors, si c'est ce que tu voulais dire, bon, moi, j'ai pensé que tu voulais dire, au fait, dans le cercle des états-majors, si c'est ce que tu voulais dire, je pense que les gens travaillent depuis longtemps sur le terrain, ça, je te le dis. Moi, j'ai suivi une activité la semaine dernière au niveau de Tablibo où le comité chargé, le comité de UNIR, la coordination de UNIR a fait une sortie, une grande mobilisation avec la jeunesse et puis les chefs traditionnels pour les sensibiliser et installer également un certain nombre d'associations. Et partout ailleurs, il y a également le candidat de CAP 2015 qui était dans les plateaux également, qui sillonne le pays. Donc je crois que les gens se préparent. Je l'ai dit tantôt, qui veut aller loin ménage sa monture. Avec les expériences passées, je crois que les partis politiques ont bien su qu'avant de pouvoir gagner une élection, je crois qu'il faudrait se lever tôt. Et c'était le parti au pouvoir qui le faisait. Hein. Les gens croisaient les bras. Le parti au pouvoir, quand les gens étaient là en train de jaser, en train de circuler, en train de marcher, mais le parti au pouvoir était là en train de sensibiliser ses militants, de sensibiliser la population. Aujourd'hui, il y a les autres partis politiques, je crois qu'ils ont appris la leçon et ils sont aujourd'hui sur le terrain, bien que nous, certaines sorties ne soient pas médiatisées. Je crois qu'il y a les gens qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler énormément. Comme je l'ai dit, à quelque part, il n'y a pas une élection qui est gagnée d'avance. Il n'y a pas une élection qui est gagnée d'avance et que ça serait une élection très engagée. C'est là il faudrait également remercier et dire merci et encourager le ministre de l'administration territoriale, en fait, qui fait un travail de terrain très noble de sensibilisation, parce qu'il ne sert à rien que ces élections soient émaillées de violence. Il ne sert à rien. Nous n'avons plus besoin de ça. Ça, je le dis, nous n'avons plus besoin de ça. Il faudrait que tout le monde puisse mettre du sien. Tout le monde puisse comprendre que nous avons besoin que le Togo avance. Parce que la violence, ça sert à qui? C'est la grande question. La violence, ça sert à qui? Et n'oubliez pas, quand ça commence, ça n'épargne personne. Et surtout, on sait quand ça commence, mais on ne connaît pas. Donc nous avons également cette responsabilité de faire comprendre à la population que nous avons besoin d'aller voter dans la sérénité, nous avons besoin d'aller voter dans le calme, et nous avons besoin qu'il y ait le calme, qu'il y ait la paix sociale dans le pays. C'est tout. Les violences n'ont jamais servi. Au contraire, ça a desservi et ça a contribué à détruire les communautés, ça a contribué à détruire le pays. Et que nous avons vu ce qui s'est passé en 2005. Et nous avons quand même eu le courage, nous avons eu ce saut d'orgueil d'organiser en 2007, en 2010 et en 2013 les élections qui ont été très pacifiques. Et je crois qu'il faut continuer dans cette logique. Il faut dire à la population, ça ne sert à rien. Le jour J, que les gens aillent voter calmement, qu'ils reviennent dans leur maison et attendre les résultats. Voilà un souhait qui mérite d'être partagé. Que les gens votent, reviennent, que les résultats soient proclamés et que le gagnant puisse, le perdant puisse appeler le gagnant, le féliciter. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens font référence
ce qui s'est passé en 2005 en disant si on ne fait pas attention, le démon de 2005 va revenir. La résurrection des vieux démons. Donc ça, là, ce n'est pas une question de dire, puisque 2005, ce n'est pas 2015. C'est vrai, 2005, ce n'est pas 2015. Les esprits ont évolué. Les esprits ont évolué parce que 2005, on a raté quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui les gens parlent de violence. 2005, il y a Faure Gnassingbé est arrivé là, dit qu'il va terminer. On a raté la transition. La transition de 3 ans pour remettre tout en ordre. On a raté. Et ce qui s'est passé en 2005, on sait. Mais 2015, on ne peut pas encore se permettre d'appeler les gens qu'il y aura ceci, il n'y aura pas. Parce que l'oiseau qui appelle la pluie, c'est sur sa tête que ça descend. Voilà, c'est sur ces propos que nous refermons notre rencontre de ce jour. C'était votre émission Grand Jury. Nous étions avec 2 invités, Tchaboré Bouraïma, directeur de publication du journal Le Messager, et Abbas Issaka, directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous sommes en direct depuis la ville de Tchévier où est basée la télévision Espoir 47. Merci également aux médias partenaires Radio KNTB à Lomé, Radio VGK Palimé, Radio Lumière à Anekro, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com.